Chapitre 12. Quand Hercule Poirot descendit, le lendemain matin, pour le premier déjeuner, il trouva une table fort réduite. Mrs. Oliver, toujours bouleversée, était restée dans son lit. Michael Weyman était sorti de bonne heure après s'être contenté d'une tasse de café. Seuls Sir George et Miss Brewis étaient présents. Mais le premier se montrait incapable de manger, ce qui prouvait bien la perturbation de son esprit. Il repoussa la pile de lettres que Miss Brewis avait posée devant lui et but son café sans avoir l'air de s'en apercevoir. « Jour, Poirot », dit-il vaguement, puis il retomba dans sa préoccupation en marmottant des phrases telles que « Toute l'affaire est inimaginable, ou peut-elle être ?» « L'enquête se tiendra jeudi à l'Institut », annonça la secrétaire. « On a téléphoné pour nous l'annoncer. » Stubbs la regarda comme s'il ne comprenait pas. « L'enquête ?» répéta-t-il. « Ah oui !» Il paraissait étourdi et indifférent. Après avoir bu une gorgée de café, il murmura « Les femmes sont extraordinaires. À quoi pensent-elles ?» Miss Brewis serra les lèvres, et Poirot eut l'impression qu'elle était sous l'influence d'une forte tension nerveuse. Elle fit observer. « Hodgson doit venir vous voir ce matin au sujet de l'électrification des laiteries de la ferme. » Et à midi, il y a... Sir George l'interrompit. « Je ne puis voir personne. Décommandez-les tous. Comment diable veut-on qu'un homme puisse traiter des affaires quand il est aussi tourmenté que moi au sujet de sa femme ?» « Comme vous voudrez, Sir George, » répondit Miss Brewis d'un air nettement désapprobateur. Stubbs reprit. « On ne sait jamais quelles idées passent par le cerveau des femmes et quelles sottises elles sont capables de faire. Vous êtes bien de cet avis, n'est-ce pas ?» conclut-il en s'adressant à Poirot. « Les femmes sont imprévisibles, » répondit celui-ci. Miss Brewis se moucha avec agacement. « Elle paraissait très bien portante, » reprit Stubbs, enchanté de sa nouvelle bague, et se faisait toute belle pour la fête. « Tout à ses plaisirs, comme d'habitude, et nous n'avons pas eu l'ombre d'un désaccord. Pourtant, elle est partie sans un mot. » « Au sujet de ces lettres, » commença Miss Brewis. « Qu'elles aillent au diable !» riposta-t-il en les ramassant et en les jetant positivement à sa secrétaire. « Répondez comme vous voudrez. Je ne veux pas qu'on m'ennuie. » Il continua, comme se parlant à lui-même. « On dirait que je ne puis rien faire. Je ne sais pas si ces types de la police sont utiles malgré leurs belles paroles. » « Je crois, » dit vivement Miss Brewis, « qu'ils sont fort compétents. Ils ont d'excellents moyens de retrouver les personnes disparues. »« Il leur faut souvent plusieurs jours, » s'écria son patron, « pour remettre la main sur un gosse qui allait se cacher dans une meule de foin. »« Je ne pense pas que ce soit le cas de Lady Stubbs. »« Si seulement je pouvais agir, » répéta l'infortunée Marie. « Je crois que je vais faire mettre un appel dans les journaux. Écrivez, Amanda. » Il réfléchit, puis dicta. « Hattie, je vous supplie de revenir. Suis follement inquiet. George. » Faites passer dans tous les journaux. Miss Brewis répondit sèchement. Lady Stubbs lit bien rarement les journaux. Elle ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans le monde. Et ajouta méchamment. Évidemment, vous pourriez mettre une annonce dans Vogue, elle la verrait peut-être. Sir George était bien incapable de remarquer son ton fielleux. Il répondit simplement. Où vous voudrez, mais vite. Puis il se leva et se dirigea vers la porte. Il s'arrêta, la main sur la poignée, revint en arrière et demanda. Dites-moi, Poirot, vous ne pensez pas qu'elle soit morte? Tout en fixant les yeux sur sa tasse, Hercule répondit. Il est beaucoup trop tôt pour affirmer une chose semblable, Sir George, et rien ne permet de le croire.
Pourtant, vous admettez cette idée. Moi pas, ajouta Stubbs d'un air de défi. Je suis sûr qu'elle est vivante. Il inclina la tête plusieurs fois avec de plus en plus d'énergie, sortit et claqua la porte derrière lui. Poirot heurta une rôtie d'un air pensif. Dans les cas où l'assassinat d'une femme était probable, il commençait toujours par soupçonner le mari. Et quand il s'agissait d'un mari, il soupçonnait la femme. Mais dans ce cas présent, il était convaincu de l'innocence de Sir George, qui adorait manifestement Hattie. De plus, son excellente mémoire lui prouvait que Stubbs était resté sur la pelouse jusqu'au moment où, en compagnie de Mrs. Oliver, il avait découvert le corps de Marlène. Quand ils étaient revenus, Sir George n'avait pas bougé. Il ne pouvait donc pas avoir tué sa femme, si celle-ci était morte. Certes, rien ne le prouvait, et pourtant, Poirot avait été convaincu que le crime était double. Miss Brevis interrompit ses réflexions en disant d'un ton venimeux mais proche des larmes « Les hommes sont idiots, absolument idiots. Sous certains rapports, ils ne manquent pas de clairvoyance, mais ils épousent les femmes qui ne leur conviennent pas. » Poirot était toujours disposé à laisser parler ceux qui l'entouraient, car il en tirait profit. Il se contenta de répondre « Vous estimez que le mariage Stubbs est regrettable ? C'est un désastre. Ne sont-ils pas heureux ? Elle a la plus déplorable influence sur son mari, à tout égard. Voilà qui est intéressant. Quel genre de mauvaise influence ? Elle le fait tourner comme un toton, se fait donner des cadeaux coûteux, elle possède beaucoup plus de bijoux qu'elle n'en peut porter, sans parler des fourrures. 2 manteaux de vison et un autre d'hermine véritable. Pourquoi une femme a-t-elle besoin de 2 manteaux de vison ? Je l'ignore. Elle est fausse et rusée, continua Miss Brevis, et joue les faibles d'esprit, surtout en public. Je suppose qu'elle s'imagine plaire ainsi à son mari. Est-ce exact ? Oh, les hommes, cria la secrétaire à bout de force nerveuse. Ils n'apprécient ni l'absence d'égoïsme, ni la compétence, ni la loyauté. Si Sir George avait eu une femme intelligente, il serait arrivé... Arrivé où ? Il aurait pu jouer un rôle politique, entrer au Parlement. Il est beaucoup plus doué que le pauvre monsieur Masterton. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu ce dernier faire un discours. Il bégaye et n'a aucune flamme. Il doit entièrement sa situation à sa femme. C'est elle qui remplit le rôle de Deus ex machina. Elle possède l'énergie, le flair et le sens politique. Poirot frissonna à l'idée qu'il aurait pu épouser une réplique de Mrs. Masterton. Mais il l'acquisa sincèrement. Oui, c'est une femme formidable. Miss Brevis continua. Sir George n'est pas ambitieux. Il semble se contenter de vivre ici, de jouer au châtelain de village et d'aller très rarement à Londres pour assister à des conseils d'administration. Mais il pourrait faire beaucoup mieux, vu ses capacités, car c'est un homme très remarquable, je vous assure. Cette femme ne l'a jamais compris. Elle ne le considère que comme une machine à distribuer des fourrures, des bijoux et de belles toilettes. S'il avait épousé quelqu'un qui eût vraiment apprécié ses qualités... Elle s'arrêta, la voix tremblante, et Poirot la regarda avec pitié. Elle était éprise de son patron, et lui avait voué une loyauté et une fidélité qu'il n'appréciait même pas. Aux yeux de Stubbs, Amanda n'était qu'un rouage bien huilé qui lui épargnait les ennuis quotidiens, répondait au téléphone, écrivait des lettres, dirigeait les domestiques, commandait les menus, et lui rendait l'existence facile. Poirot se demanda si George Stubbs avait jamais vu une femme en elle, ce qui n'était pas exempt de danger. Amanda et ses pareils pouvaient se monter l'imagination et devenir supranerveuses sans que les hommes qu'elles aimaient s'en soient aperçus. Miss Brevis reprit. « C'est une chatte adroite, intrigante et sournoise. Je remarque que vous dites « est » et non pas « était ».
Elle n'est sûrement pas morte, répliqua Miss Brewis avec dédain. Elle est partie avec un homme, voilà tout. C'est bien son genre. C'est toujours possible, répondit son interlocuteur. Il prit une autre rôtie, regarda sans enthousiasme le pot de marmelade d'orange, jeta un coup d'œil sur le couvert pour voir s'il y voyait un autre genre de confiture. Comme il n'y en avait pas, il se résigna à prendre du beurre. C'est la seule explication, continua Miss Brewis. Seulement, lui, il n'y pense pas. A-t-elle eu des coquetteries avec des hommes? Interrogea délicatement Poirot. Oh, elle a été très maligne. Vous voulez dire que vous n'avez rien remarqué de semblable? Elle a pris grand soin que je ne puisse rien voir. Toutefois, vous croyez qu'il y a pu y avoir des intrigues cachées? Elle a fait de son mieux pour affoler Michael Weyman. Elle l'emmenait voir les camélias à cette époque de l'année. Elle prétendait s'intéresser au futur pavillon de tennis. Mais c'est la raison de son séjour ici, et j'ai cru comprendre que Sir George le fait construire pour être agréable à sa femme. Elle ne sait pas jouer au tennis, ni à aucun autre jeu. Elle veut simplement avoir un joli cadre, pendant que ses invités s'agitent et ont trop chaud. Oh oui, elle a essayé de conquérir Weyman, et s'il n'avait pas été occupé ailleurs, elle y serait sans doute arrivée. Ah, il est occupé ailleurs? C'est Mrs. Legge qui l'a recommandé à Sir George. Elle l'a connue avant son mariage, à Chelsea, où elle faisait de la peinture. Elle paraît très agréable et intelligente, répondit Poirot avec intention. Incontestablement intelligente. Elle a fait de bonnes études universitaires, et je crois qu'elle aurait pu trouver une jolie situation si elle ne s'était pas mariée. L'est-elle depuis longtemps? 3 ans environ, il me semble. Je ne pense pas que ce ménage soit très heureux. Legge est un étrange garçon, assez grognon. Il se promène souvent seul, et je l'ai entendu parler à sa femme d'une manière fort peu aimable. Mon Dieu, dit Poirot, les querelles et les réconciliations sont fréquentes chez les jeunes ménages. Elles empêchent sans doute l'existence de paraître monotone. Miss Brewis déclara. Mrs. Legge a passé beaucoup de temps avec Michael Weyman depuis qu'il est ici. J'ai l'impression qu'il était amoureux d'elle autrefois. De la part de Peggy, je suppose que c'est un simple flirt. Qui déplaît sans doute à son mari. On ne sait jamais avec lui. Il est si peu communicatif. Cependant, il s'est montré encore plus mélancolique récemment. Admire-t-il beaucoup Lady Stubbs? Elle devait le croire, car elle s'imagine n'avoir qu'un geste à faire pour rendre n'importe quel homme amoureux fou. En tout cas, si elle est partie avec un soupirant, ainsi que vous le supposez, ce n'est pas avec M. Weyman, qui est toujours ici. Je pense qu'il s'agit de quelqu'un d'inconnu. Elle devait le voir en cachette, car elle sort souvent sans rien dire, et part pour les bois. Avant-hier soir, notamment, alors qu'elle bâillait et déclarait qu'elle montait se coucher, je l'ai vue, une demi-heure plus tard, se glisser dehors, la tête enveloppée d'un châle. Poirot regarda d'un air pensif la femme assise en face de lui. Il se demandait si, lorsqu'il s'agissait de Lady Stubbs, on pouvait ajouter foi aux propos de la secrétaire, qui prenait peut-être ses désirs pour des réalités. Il était convaincu que Mrs. Folliot ne partageait pas les idées de Miss Brewis. Or, elle connaissait Hattie beaucoup mieux que personne. Si Lady Stubbs s'était fait enlever, cela conviendrait fort bien à sa rivale, qui pourrait consoler le mari abandonné et le ferait adroitement divorcer. Toutefois, la belle Hattie avait choisi un moment assez curieux pour s'enfuir, et Poirot n'y croyait pas. Miss Brewis renifla, rassembla ses lettres éparses, et dit « Puisque Sir George veut faire insérer cette annonce, il faut que je m'en occupe. C'est une perte de temps ridicule. »« Ah, bonjour, madame » ajouta-t-elle comme la porte s'ouvrait brusquement. Mrs. Masterton entra et déclara de sa voix profonde.
Il paraît que l'enquête est fixée à jeudi. Bonjour, monsieur. Puis-je vous rendre un service ? Lui demanda Miss Brewis. Non merci, je pense que vous devez être surchargé ce matin. Mais je tenais à vous remercier pour tout le travail que vous avez accompli hier. Vous êtes une organisatrice parfaite et une infatigable travailleuse. Nous vous sommes tous infiniment obligés. Merci beaucoup, madame. Que je ne vous retarde pas. Je vais m'asseoir un instant et causer avec monsieur Poirot. J'en serai enchanté, madame, dit celui-ci qui s'était levé et s'inclinait. Mrs. Masterton attira une chaise et s'assit. Miss Brewis, redevenue elle-même, quitta la pièce. Voilà une femme étonnante, affirma la visiteuse. Je ne sais pas ce que les Stubbs feraient sans elle. La direction d'une maison n'est pas facile de nos jours. Et la pauvre Hattie ne s'en serait pas tirée. Toute cette affaire est extraordinaire, monsieur, et je suis venu vous demander ce que vous en pensez. Et vous-même, madame, quelle est votre opinion ? L'idée est désagréable à envisager, mais je crois qu'il y a un démon aux environs. J'espère qu'il ne s'agit pas d'un voisin, mais d'un malade sortant d'un asile. On les libère souvent trop tôt. Personne n'aurait eu le désir d'étrangler cette petite Tucker. Personne de normal n'aurait eu de motif. De plus, s'il s'agit d'un fou, il a dû étrangler aussi cette malheureuse Hattie Stubbs. La pauvre femme n'a aucun bon sens. Si elle a rencontré quelqu'un qui lui a demandé de venir regarder un bel arbre dans les bois, elle a dû le suivre sans la moindre méfiance. Vous supposez que son cadavre se trouve dans la propriété ? Oui, et on le découvrira en faisant des rondes. Vous comprenez, avec plus de 5 hectares de bois, cela prendra du temps. Surtout si on l'a jeté dans un fourré ou sur une pente couronnée d'arbres. Je téléphonerai au chef constable pour le lui dire. Il est fort possible que vous ayez raison, madame, répondit Poirot, qui estimait qu'on ne pouvait parler autrement à Mrs. Masterton. Bien entendu, mais j'avoue que cela m'inquiète beaucoup, car l'individu doit être aux environs. En sortant d'ici, je vais passer dans le village pour recommander aux mères de veiller sur leurs enfants. Ce n'est pas gai de penser que nous avons un assassin parmi nous. Un détail, madame ? Comment un étranger a-t-il pu entrer dans la remise alors qu'il fallait avoir une clé ? C'est facile à comprendre. La petite est sortie. Oui, elle a dû s'ennuyer, a fait un tour, et a assisté peut-être à l'assassinat de Lady Stubbs. Alors le tueur a été obligé de s'en débarrasser, puis l'a emporté dans le débarcadère, il y a jeté, et a refermé la porte derrière lui. C'était facile avec une serrurière. Poirot acquisa d'un signe. Il ne voulait ni discuter avec Mrs. Masterton, ni lui faire remarquer que si Marlène avait été tuée hors de la remise, il fallait que le meurtrier ait su exactement comment devait se dérouler le jeu pour l'avoir replacé dans la position prévue pour la victime. Il se contenta de répondre « Sir George Stubbs est convaincu que sa femme n'est pas morte. Il le dit parce qu'il désire le croire. Il lui était fort attaché. J'aime bien George Stubbs. Malgré son origine, il réussit bien à la campagne. On peut lui reprocher d'être un peu snob, mais cela ne fait de mal à personne. » Poirot répondit, non sans un certain cynisme. « À notre époque, la fortune a autant de valeur que la naissance. » Je suis absolument de votre avis. Il n'a eu qu'à acheter cette propriété, à dépenser sans compter, et nous l'avons tous adopté. Du reste, il est sympathique. Amy Folliat a contribué à son succès. Elle l'a patronné et elle est très écoutée par ici. Il y a eu des Folliat à Naas depuis les Tudors. C'est ce qu'on m'a dit. Oui, suppura Mrs. Masterton. Les guerres ont creusé des vides et des droits de succession sont très élevés. Alors les héritiers ne peuvent entretenir les domaines et sont obligés de vendre. Cependant, Mrs. Folliat habite encore la propriété. Oui, elle a délicieusement installé l'ancienne loge. Y êtes-vous entré ? Non. Tout le monde n'apprécierait pas sa situation. Habiter le pavillon du concierge d'une ancienne propriété
et voir celle-ci aux mains d'étrangers. À vrai dire, je ne crois pas qu'Amy Folliot en éprouve de l'amertume, et en réalité, c'est elle qui a tout organisé. Elle a persuadé Hattie qu'il lui fallait venir vivre ici, et l'a poussé à influencer Stubbs. Je crois qu'elle n'aurait pu supporter de voir la maison transformée en hôtel, ou pensionnat, ou démolie. « Il faut que je parte, conclut Mrs. Masterton en se levant. Je suis une femme occupée. »« Sûrement. Pour commencer, il vous faut parler des chiens au chef constable. » Elle éclata de son rire bruyant. « J'en ai élevé autrefois, et l'on prétend que je leur ressemble. » Poirot fut un peu décontenancé, et Mrs. Masterton fut assez avisée pour s'en apercevoir. « Je parie que telle est votre opinion, dit-elle.